Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 4 décembre 2015. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe, comme d'habitude. Bonjour Christophe. Salut Denis, comment ça va? Ça va, Alors, toujours en forme. allez, prêt pour un nouvel épisode. Et puis là, on a une pointure. Prêt pour un nouvel épisode, voilà, parce qu'on est effectivement accompagné aussi de Laurent Bugnon, qui est l'auteur du toolkit MVVM Lite, que tout le monde connaît à mon avis, et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de participer à notre discussion du jour. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour, tout va bien? Ah, nous, on est toujours en pleine forme, comme on venait de le dire. Ouais. En plus, on a le soleil chez moi aujourd'hui. Je sais pas comment ça se passe chez toi, mais... Nous, on est entre deux couches de nuages. Il y a des nuages en bas, il y a des nuages en haut, mais ça va, quoi. Il fait pas... Au moins, on voit un petit peu les montagnes. Hier, là, j'avais du brouillard, on voyait rien du tout, donc c'est mieux. Ah bah, tu vois, pour une fois, il fait meilleur chez nous, c'est bien. Eh ouais. C'est pas souvent. Ok, ben aujourd'hui, ce qu'on avait pensé, donc, c'est de discuter un petit peu avec toi de ce que tu as déjà fait, de ce que tu connais évidemment, et notamment du toolkit MVVM Lite. Et bah, comme de bons développeurs .NET qu'on est, Christophe et moi, on a évidemment écouté le dernier podcast de Visual Talk Show, qui est présenté par Mario Cardinal et Guy Barrett. Donc c'est un podcast que l'on recommande évidemment chaudement à nos auditeurs aussi, et qui était consacré dans la dernière version, dans le dernier épisode. Et on profite pour les saluer. Et on en profite pour les saluer, évidemment, ouais. Ouais, deux gars très très sympas que j'ai eu beaucoup de plaisir avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à parler au sommet MVP en fait. Donc ça, c'est des francophones qu'on voit assez peu souvent parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, mais c'est vrai que quand on les voit, ils sont vraiment très très sympas. Donc j'ai beaucoup apprécié la discussion là. Et si on veut les retrouver, notamment l'épisode, le podcast et les autres, je pense qu'on peut aller, j'ai repéré l'adresse sur facebook.com/Visual Studio Talk Show, et là vous retrouverez tous les liens qu'il faut pour pouvoir regarder ça. Et dans toutes les bonnes applications de podcast, vous tapez Visual Studio Talk Show et ça puis c'est les premiers. Voilà. Par exemple, Cast de Catu, monsieur David Catu. Très bonne application. Que j'ai installé sur mon 950 XL et sur Windows 10. Et là, maintenant, je suis en train d'un petit peu de le bombarder avec les bug reports. Mais elle fonctionne bien. Elle me fait plaisir, cette application. C'est chouette, ouais. Ouais, moi je l'utilise aussi et c'est vrai que ça marche pas mal. Mhm. Et elle évolue beaucoup, je trouve. Il y a régulièrement, pas dire tous les jours, mais quasiment, il y a effectivement des nouvelles versions, des nouvelles releases qui sortent avec des corrections de bugs et des nouvelles fonctions. C'est pas mal. Quasiment tous les jours, là, j'ai des nouvelles fonctions. Ouais. Travaille que la nuit, enfin pour nous la nuit, Mhm. travaille tout le temps. Ok, bah aujourd'hui donc je te propose peut-être c'est un peu de compléter l'épisode de Visual Talk Show, Ok. où nous allons rentrer peut-être un peu plus en détail, plus techniquement dans le toolkit MVVM Lite, dont on va parler d'ici quelques minutes. Mais peut-être avant ça, je vais peut-être très rapidement décrire un peu, te présenter, décrire un peu ta carrière professionnelle. Volontiers. N'hésite pas, hein, tu m'interromps parce que j'ai peut-être pas pris les bonnes notes ou il y a peut-être des petits couacs un peu partout, mais tu me dis quoi. Donc, en 1996, tu as travaillé pour Siemens en tant que Senior Software Engineer et tu étais en charge des développements de .NET, dont notamment l'OEPF. Je pense Oui. que 96. en Le 96, GPF est ouais. venu bien plus tard, disons. Donc, j'ai commencé chez Siemens en effet en 96, n'est-ce pas? En 96, ouais. Voilà. Tout à fait. Là, nous parlons la même langue. Hein. Ah oui. Donc, à l'époque, j'ai commencé en fait à bosser en C à l'époque. Donc, c'était encore à vous.NET. Hein, et j'ai fait de la programmation assez bas niveau de firmware pour des contrôleurs qui faisaient du building automation qu'on appelle. Donc, en français, je ne sais pas exactement comment on dit ça. Contrôle de bâtiment, probablement. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'occupait surtout de ventilation, air conditioning et chauffage. Et puis par la suite, ça s'est pas mal étoffé. À la fin, ça fait des bâtiments intelligents où on peut contrôler les fenêtres, les lumières, etc. Ça, j'ai travaillé là-dedans d'abord en C, ensuite de ça en C++. Et puis ensuite de ça, j'ai eu l'occasion de commencer à faire du Java. Mhm. Et puis ça a été mon passage en fait sur le desktop, donc du monde des contrôleurs sur le desktop, commencé à faire du UI, j'ai fait pas mal de Java, mais en 2001, quand .NET est sorti, là, je suis tombé dedans et j'en suis plus ressorti, on peut dire. À l'époque, j'ai fait un tout petit peu de WinForms, mais ensuite, très rapidement, c'était ASP.NET tout le long, parce qu'en fait, à l'époque, je faisais beaucoup de HTML et JavaScript, ce qui peut peut-être étonner les gens qui me connaissent et qui savent que je suis pas un monstre fan maintenant. Mais c'est vrai que j'en ai fait énormément dans ma carrière, et c'est un petit peu la raison pour laquelle quand on me parle maintenant de la beauté d'HTML et JavaScript, je ricane un petit peu parce que j'en ai fait pendant très très longtemps et donc je sais que c'est pas si facile
que certaines personnes le disent. Ouais. Donc maintenant, je suis plutôt un fan depuis je dirais 2006, depuis VPF, plutôt un fan des applications natives. Et donc, il n'y a rien de mauvais à faire du web, hein. J'encourage tous les gens qui font du web à continuer à le faire. C'est absolument nécessaire, mais je pense qu'il y a, disons, des domaines où ça marche très bien et puis il y a des domaines où ça marche un peu moins bien. Donc, pour moi, là, je suis plutôt du côté natif depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ouais. C'est ça, oui. Et en 2008, là, tu intègres une autre société, Identity Mine, où tu Oui, travailles toujours d'ailleurs, je pense, actuellement. tout à fait. Ouais, Tu peux nous présenter rapidement cette société, et, je sais pas, ce que tu très fais, quelle est volontiers. ton activité principale? Oui, volontiers. Donc, Identity Mind, c'est une boîte qui fait en fait donc on est consultant en software si on veut bien. On n'est pas vraiment des consultants très classiques du style on va chez le client et puis on leur dit ce qui va pas et puis ensuite de ça on repart. Nous, on est plutôt un peu hands-on comme on dit en Amérique, c'est-à-dire qu'on travaille à différents niveaux, mais disons qu'en général ce qu'on fait c'est qu'une firme vient chez nous parce qu'ils aimeraient avoir une application sur une plateforme qu'ils ne connaissent pas encore et on leur fait l'application de A jusqu'à Z. Ça comprend aussi le design. Donc le design est très important pour nous. On a des designers dans la maison. D'ailleurs, moi, je travaille de manière très, très proche des designers, justement, ce qui me plaît beaucoup parce que je ne suis pas Mhm. complètement technologique. J'ai fait toutes mes études plutôt du côté classique, littérature, etc. Et puis toujours intéressé par le design, la typographie, ce genre de choses. Donc je travaille beaucoup avec eux. Et donc, on peut faire le design pour l'application, on peut faire le développement pour l'application, on donne aussi des cours et des trainings, etc. Et surtout dans des technologies qui sont nouvelles en général. Donc, on est toujours assez sur le bleeding edge, je dirais. La boîte est aux États-Unis à Seattle, très proche historiquement et géographiquement de Microsoft, puisqu'elle a été en fait fondée par des anciens de Microsoft il y a à peu près 13 ans maintenant. Entre-temps, on a grimpé à peu près une centaine d'employés, la majorité à Seattle et puis à Kochi en Inde, pardon. Ouais. Quand on parle d'identity man, j'ai tendance à repartir en anglais. Et puis en Europe, là, on a 3 collaborateurs, donc moi-même en Suisse, et j'ai encore 2 collaborateurs en Allemagne. Mon Ouais, collègue ouais, ouais. René Schulte, qui est aussi un MVP, et puis un autre collègue, Frank Preuss, à qui je dis bonjour, même qui ne parle pas le français. Et donc voilà, donc nous on est un petit peu exotique, je dirais, par rapport au team principal, mais ça marche très bien. Là, ça fait maintenant 8 ans que je travaille à la maison en grande partie et de temps en temps aller voir des clients. Et donc dans tous les domaines, surtout Microsoft, mais aussi beaucoup Xamarin. En ce moment, là, je travaille sur un projet Xamarin pour un gros client là à Zurich. Et ça nous fait assez plaisir d'avoir un petit peu des nouvelles plateformes aussi et des nouvelles possibilités en fait. Ouais, c'est pas mal. Et c'est vrai que et donc c'est dans ce cadre, enfin dans ce cadre-là, dans le cadre de l'utilisation et des différents contacts que tu as avec tes clients, que je pense que c'est vers 2009, tu publies à ce moment-là le toolkit MVVM Lite dont on va parler, et qui a dépassé, tu le citais sur ton blog il y a quelques semaines maintenant, le million de téléchargements déjà depuis Hmm. quelques semaines. Donc Oui. ça c'est vraiment pas mal. Et donc Ouais, le tous, toolkit est né en fait Au début, ça n'avait pas forcément à voir avec des clients, mais ça avait à voir surtout avec le désir de bloguer en fait. Donc j'avais envie de bloguer sur un certain nombre de sujets, entre autres MVVM. Mhm. Et en fait, ce qui est très ennuyeux quand on veut bloguer sur un sujet technologique, c'est qu'il faut un peu toujours remettre en place les mêmes principes de base. Et donc, j'avais envie, dans un but un peu didactique, d'avoir un toolkit de base qui me permette de dire aux gens, ben, écoutez, voilà, maintenant on va faire un article sur ce composant, et puis le prochain article, on va pas reparler de ce composant-là parce qu'on en a déjà parlé. Donc allez voir cet article-là, et puis il y a un sample, et puis il y a peut-être une petite librairie qui vous aide. Et Ouais. donc la première version de MVVM Lite, c'était vraiment en fait un petit peu dans ce but didactique, je dirais. Et puis après, ben, très rapidement, dans la communauté, il y a pas mal de monde qui a commencé à l'utiliser parce qu'à l'époque, voilà, on échangeait un petit peu le code, enfin encore maintenant, je dirais, mais à l'époque, voilà, l'open source c'est un petit peu différent, je dirais, on s'envoyait le code par email et tout. Et puis, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ben ça, ils trouvaient que c'était intéressant, ils avaient envie de l'utiliser en production. Là, j'ai commencé à avoir un petit peu des sueurs froides parce que pour moi, c'était pas du code de production, c'était plutôt autre chose, des samples, etc. Mhm. Mais en fait, en retravaillant ça avec certains collègues aussi de la communauté, on a amené le code sur une première version qui était vraiment une version de production. Et ça, justement, c'était en 2009, donc la sortie officielle, je dirais.
Ouais, c'est pas mal. Et c'est vrai que toute ton implication à ce moment-là, au niveau de la communauté, on parle de Microsoft, on parle de Xamarin maintenant, ben, ça t'a permis en 2007, je pense, d'être certifié, d'être renommé Microsoft MVP. Mhm. En 2013, tu es également passé directeur régional Microsoft. Mhm. Ce directeur régional, par rapport à un MVP, quelle est un peu la différence? Alors la différence, je dirais il y a deux différences principales. La première différence, c'est le nombre. On est dans le monde entier environ 130 à l'heure actuelle, donc Ouais. c'est beaucoup plus petit que le programme MVP qui est à peu près à 5000. Et donc ça nous permet, comme le nombre est beaucoup plus petit, ça nous permet aussi d'avoir des discussions, par exemple des mailing lists qui sont moins bruyantes. Et donc on a tendance à avoir un peu plus d'exécutifs de Microsoft sur nos mailing lists. Mhm. Parce qu'il y a moins de bruit, et donc ça, je dirais en général, les sujets qui sont abordés, c'est un petit peu moins comment est-ce que je fais ça, mais peut-être un petit peu plus du feedback du field, ou bien il y a ça qui fonctionne pas, il faudrait le fixer, ou bien ce genre de choses. Donc ça, c'est peut-être la première différence. Par exemple, en Suisse, à l'heure actuelle, je dirais malheureusement, il n'y a qu'un seul directeur régional, c'est moi-même. J'ai dit malheureusement parce que l'année passée, on était deux. Malheureusement, cette année, ils ont décidé de réduire le nombre ici. Quand on est deux, c'est quand même plus facile d'organiser des événements, des choses comme ça. Le Euh, régional, c'est sur toute la Suisse alors? alors là, pour la Suisse, comme on est une petite région, oui, en effet, je suis le seul sur toute la Suisse. Bon, avec l'avantage que comme je suis parfaitement bilingue, en fait, Ouais, ouais. je peux aller en Suisse romande. Donc moi, j'habite à Zurich, mais je peux aller en Suisse romande facilement. Donc je suis né à Lausanne, donc je suis de là-bas. Ou faire des événements ici à Zurich, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que c'est surtout en fait une question de, ben voilà, j'aimerais bien de temps en temps avoir quelqu'un à qui je peux donner un coup de fil et puis dire, ah bah tiens, j'ai une idée pour un événement, on pourrait faire ci, faire ça, et ça serait assez sympa. Donc j'espère que l'année prochaine, on va peut-être de nouveau avoir un deuxième directeur régional en Suisse, on verra. Mhm. Donc ça, c'est, je dirais, la première différence. La deuxième différence principale, c'est un petit peu l'engagement, en fait, où les MVP sont considérés un peu comme des évangélistes technologiques, je dirais, où en fait, bon voilà, on va dans des conférences. Donc moi, je suis aussi MVP, donc je vois les deux côtés de la pièce. On va dans des conférences, on parle à des podcasts, par exemple, ce genre de choses-là. Ça c'est très bien, mais au niveau des directeurs régionaux, c'est un petit peu plus stratégique, où par exemple, de temps en temps, on a une demande de Microsoft d'organiser un événement particulier. Par exemple, dernièrement, là, on vient de faire un événement sur Edge, ici en Suisse, où au début de l'année, là, on a eu un événement Windows 10, par exemple, ou encore avant ça, on a eu un événement sur Azure, où ça, c'est des événements qu'on organise un petit peu, je dirais, presque à la demande de Microsoft, du groupe des directeurs régionaux, avec un petit peu un public cible un petit peu différent de l'organisation Microsoft vraiment dans le field. Dans le field, ils ont leurs organisations, ils ont leur public bien particulier. Nous, on est un petit peu des gens qui allons peut-être parler à des gens qui ne sont pas forcément des gros fans de Microsoft à la base. Et puis du fait qu'on ne travaille pas pour Microsoft, il y a un petit peu ce côté Ouais. peut-être un petit peu plus légitime, enfin peut-être pas légitime, mais en tout cas que les gens ont l'impression que c'est un peu plus légitime du fait qu'on n'est pas payé par Microsoft, en fait. Ouais, ouais, ok. Et il y a des événements encore qui vont bientôt arriver, des choses que tu peux déjà citer, Alors intéressants? là, pour l'instant, on a fini. Donc, le dernier événement, c'était l'événement Edge, justement. Maintenant, on regarde un petit peu ce qui va venir l'année prochaine. Pour l'instant, non, j'ai rien de particulier à annoncer. Par contre, pour les gens qui sont suisses et qui écoutent le podcast en Suisse, je suis content d'annoncer qu'il va y avoir l'année prochaine un Tech Days en mars, sauf erreur. Il faudra que je vérifie encore, juste pour être sûr. Et bon, malheureusement, c'est à Baden, mais au moins, c'est pas à Zurich, donc c'est un petit peu moins loin pour venir. Et donc là, à ce Tech Days, il y a des sessions en anglais. Donc pour le public de la Suisse romande, s'ils sont intéressés à venir, on Mhm. sera très contents. C'est 2 jours. Il y a un jour où c'est plus keynote, un après-midi, et puis ensuite de ça, le lendemain, où c'est des sessions breakout, comme on appelle, donc des sessions techniques. Et là, je serai un des speakers là-bas et il y aura pas mal de speakers très intéressants de la Suisse et peut-être aussi quelques-uns qui vont venir de la Suisse romande, on espère en tout cas. Très bien, très bien, très bien. Bah, on va peut-être passer au vif du sujet ici, donc parler Ok. un peu du toolkit d'MVVM Lite, Mhm. de nous présenter un petit peu en quoi ça consiste, tout ça. Avec plaisir. Alors Ouais. MVVM Lite, donc c'est Attends. Oh, Hop. allons-y. Alors, MVVM Lite. On va partir déjà de mon expérience. Ok. Euh, Par exemple, moi, depuis que je développe en .NET, je ne l'utilise pas MVVM, ni MVVM Lite, forcément, la Oui. suite. Tu as une Euh, réputation pour ça d'ailleurs.
Ouais, parce que moi, je viens pas de ce monde-là, Mhm, et ce monde-là me paraissait dès le départ abstrait. mhm, Si tu veux, c'était pour moi pas clair. Pourquoi partir là-dedans? Pourquoi me compliquer la vie? Parce qu'au mhm, départ, ça me compliquait la vie. Euh, Indirectement, le binding, euh, ce que je pourrais appeler des view modèles, d'accord? mhm, Euh, ce- Toutes ces choses-là sont dans mon code, mais ce n'est que des petites parties parfois d'MVVM Lite. mhm. Des choses qui ne sont pas forcément sympathiques. J'ai eu au départ énormément de difficultés à trouver un sample simple. Pour moi, les blogueurs, parfois, c'était celui qui pisse le plus loin, et du coup, c'était pas clair, quoi. Parce Ouais. qu'ils partaient dans le truc, voilà, t'as vu, je suis un cadre. Non, non, attends, moi, j'ai rien compris, je comprends rien, tu m'expliques toujours pas ce que c'est, ni l'intérêt. Mhm, J'ai même pris des bouquins, mais pareil, bah, c'était celui qui fait le bouquin le plus balèze qui se sentait mieux, quoi. mhm. J'ai trouvé il y a pas longtemps un sample super simple. Où en gros, bah, c'était vraiment, je dis pas longtemps, il y a peut-être il y a quelques mois, vraiment le sample ultra rare où le mec, bah, il s'est dit voilà, tu prends paf, 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 terminé. Il y avait peut-être quatre lignes dans son code et c'était super clair. Il y a une chose que j'ai des difficultés qu'on verra plus tard là dans l'émission qui était l'IOC, l'inversion control, Mhm, où là c'était un peu plus abstrait pour moi. Mais en mhm. gros, voilà. Maintenant, je me dis, moi, j'ai deux, trois applications qui tournent, qui ont une partie d'MVVM, un peu plus que je le faisais auparavant. Et je me pose une question maintenant, qu'est-ce que MVVM Lite pourrait m'apporter? Est-ce que, donc voilà, comment peux-tu me présenter en fait ce pattern? Alors, bien sûr, de manière simple. Donc là, Mhm. ta difficulté, ça sera de vraiment de vulgariser le truc. Euh, et après, ben voilà, ta suite MVVM Lite, bon, on le sait, hein, c'est pour simplifier le boulot, mais voilà, donne-moi envie d'aller maintenant me connecter à MVVM Lite. Ok. Bon, ben moi, en fait, donc MVVM Lite par rapport à à d'autres frameworks MVVM qui sont aussi connus, comme par exemple Caliburn Micro ou bien MVVM Cross, peut-être un peu plus du côté Xamarin. MVVM Lite, comme le nom l'indique, essaye d'être très léger et de ne pas forcer les gens dans une façon de programmer qu'ils n'aiment pas. Ça a toujours été ma philosophie et je la respecte. J'y reste fidèle. Régulièrement, je reçois des demandes pour des nouvelles fonctionnalités que régulièrement je refuse d'intégrer parce que je trouve que ça canaliserait les gens un peu trop dans une façon de programmer qui leur est peut-être un petit peu étrangère. Donc l'idée de MVVM Lite, c'est comment est-ce qu'on peut en fait éviter de répéter du code, le code qui est ennuyeux à écrire, le code qu'on écrit tout le temps quand on veut faire les applications d'une certaine manière. Donc, Donc, a priori, en général, quand on fait du MVVM, quand on veut faire des bindings, parce qu'en fait, peut-être qu'il faut un petit peu expliquer d'abord d'où vient en fait le MVVM à la base, quoi. ouais, ce pattern, ouais. À la base, à la base, le gros composant de MVVM, la chose qui a vraiment propulsé MVVM, je dirais, sur le devant de la scène, c'est le data binding. Donc, à partir du moment où on XAML, John Gossman, donc l'architecte de VPF à l'époque, a décidé d'utiliser le data binding pour lier en fait XAML au code, XAML aux données, si on veut bien. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à réfléchir en termes de MVVM. Et d'ailleurs, John Gossman est crédité avec le terme MVVM et avec l'invention de la pattern, si tant est qu'il y a une invention, plus ou moins à la même époque. Il y a aussi Bob Martin, qui est très connu dans le monde des patterns, qui parlait du Presentation Model Pattern, qui est exactement la même chose, en gros. Les deux hommes ne se sont pas concertés. Moi, je connais bien John Gossman, on en a parlé régulièrement. Mais il se trouve que par un hasard du calendrier, c'est arrivé à peu près au même moment. Et il se trouve que Microsoft a une implémentation pratique qui était VPF, en fait. Donc là, on parle des années 2004-2005, hein, donc même avant que VPF soit sorti. Pour moi, ce qui m'a vraiment fasciné avec MVVM et surtout avec le data binding, pour moi, c'était le côté, comme j'ai dit, donc j'avais beaucoup d'expérience dans le web à l'époque. Et une des grosses frustrations que j'avais, c'était que chaque fois que je parlais avec des designers, les designers se plaignaient du fait que je n'avais pas pu réaliser leur design. Et moi, mon approche à MVVM, ça a été exactement ça. C'était, je voulais avoir la possibilité d'utiliser un designer visuel. En 2006, Blend est sorti, et pour moi, c'était ça, qui me permette en fait d'avoir un rendu qui soit aussi fidèle que possible à la vision du designer.
Et quand j'ai vu Blend en 2006 à la conférence Mix à Las Vegas, j'ai été vraiment, ma bouche est tombée et j'ai dit ça, je veux utiliser ça parce que c'est exactement ce qui me manque du côté du web. D'ailleurs, dans le web, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, il y a encore pas de bons designers visuels. Enfin, quand tu vas au Visual Studio, par exemple, un tout, ils ont essayé. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont même carrément abandonné. Le seul moyen de faire du design en HTML à l'heure actuelle avec Visual Studio, c'est bon, ben, tu fais tourner l'application dans Internet Explorer ou dans Chrome ou dans n'importe où, et puis tu changes quelque chose dans le code. Puis après, bon, il y a encore un auto-refresh sur la page. Donc, bon, elle se rafraîchit automatiquement, ça c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est pas un designer, quoi. Tu vois le résultat de ton application qui tourne. Et ça, c'était plus ce que je voulais faire. J'avais envie d'avoir quelque chose vraiment qui me permette de faire du design upfront, en fait, dès qu'on démarre dans l'application, de commencer à faire ça. Et donc, avec les data binding, on a justement cette séparation entre le XAML et les données qui permettent de travailler de manière assez étendue dans Blend, qui permet de faire vraiment du travail assez énorme, et pas seulement sur l'application du point de vue statique, mais aussi sur l'application du point de vue des données. C'est-à-dire si tu as des listes, par exemple, si tu fais du design en Android, en iOS, en web ou quoi que ce soit, il faut faire tourner l'application pour voir les listes, le contenu des listes. Par contre, dans Blend, il y a justement cette possibilité qui est assez phénoménale de faire ce qu'ils appellent du design time data, qui permet au fait de dire, bah, tiens, là j'ai une liste et puis je vais la remplir avec des données qui sont créées par Blend, en fait. Et donc moi, ça m'a intéressé ce côté-là, et très rapidement, j'ai commencé à regarder comment Blend était construit, à décompiler Blend, même carrément, parce que Blend, c'est une application VPF, donc on a la possibilité d'attacher des debuggers, d'aller regarder comment ça fonctionne, et puis de me rendre compte, et puis finalement d'apprendre que, ben, tiens, il y avait derrière Blend, il y avait cette pattern MVVM, justement. Et là, j'ai commencé à travailler avec ça, à essayer de faire des applications qui utilisaient vraiment le data binding de manière intelligente, aussi donc design time, aussi au niveau du design. Et puis, suite à ça, en fait, MVVM Lite est né. Et donc, ce côté du data binding, moi, je suis assez convaincu que vraiment, on peut faire une application VPF, on peut faire une application Windows 10 universelle sans jamais utiliser data binding, mais c'est un peu dommage parce que quand même, ça amène beaucoup d'avantages. Premièrement, au niveau du designer, mais aussi, je dirais, au niveau de la séparation du UI et puis des données. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un team qui s'occupe du UI, un team qui s'occupe des données, et puis une communication entre les deux qui est assez abstraite. Si je me trompe aussi, enfin moi j'ai l'impression que c'est un point que j'utilise également quand je fais du développement avec du MVVM. L'interface graphique, donc c'est elle qui va rechercher les données. On est d'accord. Oui. Hein, donc, si on fait une séparation modèle, view modèle au milieu et puis la view de l'autre côté, c'est donc l'interface graphique, la view, qui va, elle, au moment où elle en a besoin, interroger le view modèle qui est au milieu pour récupérer les données. Ça veut donc dire que il y a quand même une sorte d'intelligence aussi que Microsoft a mis derrière. Donc, si des composants sont, par exemple, invisibles ou sont cachés, la vue ne va pas aller rechercher le contenu des informations derrière le view model. Donc, on va gagner également en performance de ce côté-là. C'est juste. Oui, c'est correct. Surtout récemment, donc là, il y a plusieurs manières de faire les choses, mais récemment, là, ils viennent d'ajouter un nouveau composant dans XAML qui s'appelle XDefer, qui est en fait un attribut qu'on peut mettre sur des parties du XAML, par exemple sur un panneau qu'on a. Et ça, c'est très puissant parce qu'en fait, ça permet... Avant, c'était assez compliqué parce qu'il fallait bien réfléchir quelle partie de mon XAML je vais rendre. Et puis, quand la partie était rendue, même des fois quand elle était invisible, mais elle était quand même rendue à l'écran, mais simplement cachée, il y avait quand même une interaction, donc on perdait un petit peu de la performance. Tandis que maintenant, avec cet attribut XDefer qu'on peut mettre justement... bon, maintenant, ça, c'est plutôt du Windows 10 universel, qu'on peut mettre sur des panneaux, etc. Ça veut dire que le panneau, en fait, ne va pas du tout être rendu à l'écran tant qu'il n'y en a pas besoin, en fait. Par contre, au moment où tu en as besoin, tu peux dire, bon, maintenant, je vais aller rendre cette partie de l'écran, et puis là, les données vont être chargées, etc. Donc, c'est assez, au niveau de la performance, c'est assez puissant. Cela dit, donc, ce que tu dis, c'est en effet correct. Donc, c'est un petit peu cette intelligence... on parle en MVVM, on parle un petit peu d'une approche view first ou view model first. Il y a les deux approches qui existent. Moi, j'aime bien l'approche view first, c'est une fois de plus parce que le côté design est très important pour moi. Donc, quand on travaille beaucoup avec Blend, avec le designer, XAML est vraiment assez phénoménal à ce niveau-là. Je dirais, moi qui fais beaucoup de Xamarin maintenant, qui travaille beaucoup avec les designers iOS et puis Android, vraiment, c'est deux mondes, quoi, complètement. D'un côté, on a
les designers iOS et Android qui sont vraiment des années derrière, en fait, au niveau de ce qu'ils peuvent faire. Et puis, on a Blend qui est vraiment assez incroyable au niveau de la fonctionnalité, qui est vraiment ce que j'appelle un designer dynamique, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui non seulement permet de créer des animations, de créer des vues au niveau un peu plus statique, mais aussi d'avoir ce côté dynamique avec les données, etc. Donc, quand on fait cette approche view first, en fait, ça marche bien avec Blend. C'est un petit peu la philosophie de MVVM Lite, entre guillemets, c'est que justement, on a un petit peu ces composants qui permettent de bien fonctionner dans Blend. Donc, tout ce que j'ai dans MVVM Lite fonctionne bien dans Blend. Et donc, par extension, si on veut bien, fonctionne bien sur toutes les autres plateformes. Parce que pour qu'un composant fonctionne bien dans Blend, il faut qu'il soit simplifié. Et il faut par exemple, on ne peut pas tellement utiliser de réflexion très poussé. Il y a d'aller commencer à regarder voilà, qu'est-ce que j'ai comme méthode et puis d'aller appeler des méthodes, etc. Ça devient assez compliqué quand on fait tourner ça sur des petites plateformes. Par contre, justement, comme j'ai un petit peu cette philosophie light, entre guillemets, pour moi, porter ça sur le téléphone, par exemple, ça s'est fait très rapidement parce qu'en fait, tout marchait directement. Il y a pas mal d'IOC containers, puisqu'on en parlait avant, qui ne fonctionnaient pas sur le téléphone au début, parce qu'il y avait certains composants qui manquaient, tandis que l'IOC container de MVVM Lite tout de suite marchait sur le téléphone, parce qu'il y avait un petit peu cette approche light. Ouais, on va reparler de ce que c'est l'IOC d'ici quelques voilà, minutes. on est en train de s'éloigner du sujet principal, qui était le début de la conversation, c'était comment est-ce que MVVM Lite pourrait te profiter à toi. Moi, je pense que surtout, l'avantage principal de MVVM Lite pour un développeur un petit peu comme toi, Tos, qui peut-être n'a pas complètement embrassé la philosophie MVVM, mais est un petit peu sur ses gardes. Je dirais, c'est surtout ce côté où tu peux dire, bah, tiens, moi, je voudrais décider d'utiliser, par exemple, un relay command pour une raison X, mais pas le reste. Je ne veux pas utiliser de view model base, par exemple, parce que j'ai le mien, mais par contre, j'ai envie d'utiliser les relay commands de MVVM Lite, qui sont donc des commandes, je ne sais pas si... Oui, on en parle après. Ouais, on en parle après. Mais disons que voilà, on peut utiliser seulement certains composants, mais pas les autres. Et en fait, ça ne va pas du tout casser l'application. Il y a cette philosophie de dire, maintenant, si on prend un composant, mais pas le reste, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce que je voulais que tu dises. Ouais, d'ailleurs, j'ai certains développeurs qui vont très loin avec ça, ou qui m'ont même demandé carrément s'ils pouvaient prendre les fichiers sources, les mettre dans leur application. Pour moi, c'est OK. Ou s'ils voulaient, par exemple, pas prendre toute la DLL, mais prendre seulement certaines parties. Pour moi, c'est OK, exactement la même chose. Donc, vraiment, j'encourage tout le monde à disséquer MVVM Lite et puis à prendre ce dont ils ont besoin. Il n'y a aucun problème, quoi. Petite parenthèse par rapport à tout ce que tu as dit. La dernière version d'MVVM Lite, la version 5, tu parlais un peu du phone. C'est vrai qu'elle supporte énormément de plateformes. Donc, en parenthèse, il y a le WPF, le Silverlight, toute la partie phone, la partie RT, l'Universal Windows Platform et le Xamarin. Donc, ça, c'est des utilisateurs qui t'ont demandé ou c'est toi qui dis, bon, voilà, il faut absolument que je touche tout le monde? Ben, je dirais que ça c'est un petit peu fait de manière presque naturelle en fait. Il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire quand il y a par exemple Windows 10 Universel qui est sorti, petite anecdote, je pense pas que je casse une NDA là en disant ça, mais j'ai été contacté par des gens de Microsoft qui m'ont dit on est en train de faire des samples, on aimerait utiliser MVVM Lite, mais est-ce que ça marche sur Windows 10 Universel? Puis moi je leur ai dit écoutez, je sais pas parce que moi j'ai pas Windows 10 Universel encore. C'était pas encore sorti, même pas pour les insiders. Et donc, ils m'ont dit, bon, on va regarder. Et puis, ils se sont débrouillés, ils ont construit le code, ils ont essayé. Puis, en fait, ça marchait directement. Donc, le gros avantage sur le côté XAML, je dirais, j'ai quasiment pas eu besoin de modifier le code. Ça s'est fait de manière tout à fait naturelle, en fait. Par contre, il y a quand même beaucoup de travail au niveau du test et puis au niveau de préparer les packages NuGet, ce genre de choses-là. Là, c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Mais je dirais qu'à partir du moment où ça tournait sur le téléphone Silverlight, après, finalement, Windows 10 Universel est très très proche de Silverlight au niveau des API. Et donc, à partir du moment où ça tournait sur Silverlight, sur le téléphone, sur les petites plateformes, partir sur Universal, c'était très facile. Donc Xamarin, le problème est un petit peu différent parce que Xamarin, ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir une version pour Xamarin, mais le gros problème de Xamarin, c'est qu'ils n'ont pas de data binding, justement. Donc si on parle de Xamarin iOS ou Xamarin Android, ce que j'appellerais le classique Xamarin, et donc là, il y avait un petit peu ce problème de dire, est-ce que MVVM, avec tout ce que j'ai dit sur le data binding qui simplifie la vie, etc., est-ce que ça fait même du sens de vouloir mettre MVVM Lite sur Xamarin qui n'a pas de data binding?
Et puis, bien entendu, sur Xamarin, il y a un autre framework qui est très connu qui s'appelle MVVM Cross, qui d'ailleurs, de manière intéressante, c'est un fork de MVVM Lite à la base. Mais par contre, le gars a beaucoup travaillé après. Et, Stuart Lodge, là, que je connais bien, avec qui j'ai eu de nombreuses conversations sur Skype, un gars très sympa d'ailleurs. Lui, il a beaucoup étendu sa plateforme. Et donc, lui, il a en fait développé un système de binding. Et je me suis dit, ben, tiens, ça c'est peut-être une idée, en fait, soit de développer mon propre système de binding, ou bien d'aller regarder celui qu'il a fait. Et puis, j'ai discuté avec lui, on s'est dit, ben, tiens, c'est vrai que je pourrais en fait réutiliser le système qu'il a fait. Et puis, en fait, en allant vraiment un petit peu plus profond, je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué, qu'il fallait quand même installer pas mal de DLL. Et puis, dès qu'on installe une nouvelle DLL, c'est toujours un petit peu difficile, parce que dans certaines boîtes, il faut les justifier. Il y a du procurement, hein, c'est toujours assez compliqué. Et donc finalement, j'ai décidé de construire en fait mon propre système de binding qui avait certains avantages, peut-être par rapport à celui d'MVVM Cross, qui marchait peut-être un petit peu plus comme le système de binding de XAML, en fait, vu que moi, je viens vraiment du côté XAML historiquement. Et donc, j'ai décidé de faire ça. Et puis après, par contre, les composants propres de MVVM Lite, donc les composants de base qu'on utilise sur toutes les plateformes, ça, ben, c'est exactement les mêmes composants parce que Xamarin permet d'utiliser les Portable Class Library. Et puis, comme MVVM Lite, c'est une Portable Class Library, en fait, j'ai dû simplement... j'ai même pas eu besoin de recompiler, quoi. J'ai pris les librairies, je les ai mis sur Xamarin, j'ai essayé, puis oh, ça marche. Donc, c'est bien. Donc ça, c'est un gros avantage. Par contre, justement, enfin, la différence, je dirais, sur Xamarin, plutôt, donc tout le côté binding qui a été réécrit de zéro, en fait. Et puis là, maintenant, je suis encore en train de travailler un petit peu sur des bug fixes, etc. Mais qui permet de faire du binding. Par contre, alors, comme en Xamarin classique, il n'y a pas de XAML, en Xamarin Forms, il y a du XAML, et là, on peut utiliser MVVM Lite comme sur VPF, comme sur Silverlight. Ou Windows 10 universel. Mais par contre, en Xamarin classique, là, le binding se fait dans le code, vu que ben voilà, on n'a pas forcément accès au XAML ou comme ça, quoi. D'accord. Bon, on va avancer un petit peu, on va s'enfoncer un petit peu plus dans le sujet. Moi, maintenant, Oui, voilà, comment je vais faire? Je vais lancer mon Visual Studio. Et là, déjà, il y oui. a deux choses. J'ai soit le MVVM Lite, ou Mhm. soit en Library Only. Et après, j'ai aussi l'extension MVVM Lite. Ah, il y a déjà Oui, plein de choses. Et ça y est, je suis perdu. Euh, ok. C'est pas si compliqué que ça. Alors, en gros, pour les gens qui commencent, moi, je recommande d'installer l'extension MVVM Lite. Donc, ça, c'est dans Visual Studio. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, ça s'appelle Tools and oui, Extensions. Voilà. Tools, Extensions and Update, pardon. C'est un menu qui donc est dans Visual Studio. Et là, on a la possibilité de chercher MVVM Lite. Ça va installer MVVM Lite dans ton Visual Studio. La chose principale que ça installe, c'est quand tu fais après fichier, nouveau projet, tu as un certain nombre de templates MVVM Lite. Donc, tu peux choisir par exemple le template pour Windows 10 universel. Et là, tu vas te retrouver avec une application qui marche, donc qui a certaines fonctionnalités déjà. C'est un petit peu un petit sample, si on veut bien. C'est très lightweight, hein, très, très léger. Mais enfin, quand même un petit sample qui va te montrer, ben, tiens, il y a ce composant-là, je peux l'utiliser comme ça, ce composant-là comme ça, etc. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui débutent. Oui, Les parce gens... que c'est vrai que, comme tu le dis, dès qu'on ouvre nouveau projet, new project, eh bien, on a à peu près 9 samples, 9 Mhm, templates, pardon. mhm, Donc, Windows 10 Universal, Windows 8, Windows 8 point, mhm, Phone et desktop, Android, iOS, mhm, Silverlight 5, mhm, les anciennes versions de Windows Phone 8 et 8. Silverlight, et mhm, le WPF, dernière mhm. version, la 4.5.1, Ouais, qui est dispo directement. C'est super exactement. sympa déjà cette partie-là. Ouais, donc ça c'est un avantage. Ça permet aux gens qui débutent, qui veulent un petit peu se rendre compte qu'est-ce que c'est, ou les gens qui veulent simplement commencer rapidement, en fait, qui peuvent utiliser ça pour se retrouver dans une situation où, en fait, ils ont tout qui est prêt. D'ailleurs, si tu prends un de ces templates et puis que tu l'ouvres dans Blend, par exemple, tu verras qu'il y a aussi le côté Design Time qui est supporté. Donc, vraiment, une application qui est assez complète, je dirais. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ajoutent, je dirais, MVVM Lite à leur application après avoir créé l'application. Donc, il y a beaucoup de gens qui démarrent une application standard, donc sont de MVVM sans rien du tout, qui travaillent, puis à un certain moment, ils se disent, ah, ça serait quand même sympa d'avoir MVVM Lite dedans. Et là, pour ces gens-là, c'est des gens, ou pour les gens peut-être qui ont leur propre façon de travailler, qui ont leur propre template, des gens qui sont peut-être un petit peu plus avancés, qui ont leur propre façon de faire,
Là, ils peuvent en fait installer MVVM Lite en passant par NuGet, donc par le package manager NuGet. Alors là, le procédé est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que dans Visual Studio, tu fais un clic, par exemple, un right-click sur ton projet, et puis ensuite de ça, tu as Manage NuGet Packages, tu peux aller là-bas dedans, tu cherches MVVM Lite, tu le trouves, tu l'installes, et là, ça va installer les composants, mais par contre, ça ne va pas te démarrer avec un fichier nouveau projet, donc il y aura un certain nombre d'étapes peut-être supplémentaires. C'est très facile à ajouter MVVM Lite dans une application. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout intéressées, par exemple, par le côté de Blend, donc qui ne vont pas du tout aller modifier leur XAML pour ça, mais qui sont intéressées peut-être seulement au View Model Base, et puis au Messenger, et puis je sais pas moi, à l'IOC Container, par exemple. Et donc là, ces gens-là vont plutôt choisir le côté NuGet. Donc en gros, si on veut faire une distinction, moi je recommande les débutants plutôt de partir avec fichier nouveau projet, et donc plutôt partir avec l'extension MVVM Lite. Par contre, pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus avancés, de partir avec NuGet, là, c'est pas de problème. Gros avantage de l'extension, donc du fichier nouveau projet, c'est que ça marche aussi de manière offline. C'est-à-dire que si tu es dans un avion quelque part, tu peux faire fichier nouveau projet, avoir une nouvelle application qui fonctionne. Par contre, NuGet, ben ça marche seulement online. Et donc, si tu n'es pas online, tu ne peux pas installer MVVM Lite sur ton application, tout comme tu ne peux pas installer JSON.NET ou d'autres paquets, en fait. Ok, donc ça maintenant, si on rentre peut-être un peu plus dans MVVM Lite en lui-même, dans la bibliothèque, qu'on l'installe via, on va dire, les extensions ou bien via le paquet NuGet, bah on se retrouve effectivement, comme tu l'as dit, avec une série d'outils, de composants qui vont nous aider dans le développement pour éviter à chaque fois de devoir refaire la même chose, de recoder les mêmes lignes de code, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme modules principaux? On parlait notamment tout à l'heure du View Model Locator, TOS a parlé aussi de Simple IOC. Quels sont pour toi les modules principaux et importants que tu as développés au niveau d'MVVM Lite? Sûr, bon, je dirais que l'archétype de la classe que tout le monde utilise à un moment donné quand il fait du MVVM et puis que tout le monde trouve que c'est trop long à écrire, c'est le View Model Base. Oui. C'est-à-dire c'est la classe de base des View Models. Et là, la grosse fonctionnalité principale, je dirais, c'est d'éviter d'écrire le code qui va aller lever l'événement Property Change. Ça, c'est vraiment la chose que tout le monde doit faire à un certain moment de sa carrière. Et puis finalement, on n'aime pas tellement parce que ça crée un certain nombre de lignes de code et puis il faut réécrire ces lignes de code tout le temps et c'est assez ennuyeux. Donc là, dans MVVM Lite, il y a un View Model Base. Il y a plusieurs syntaxes pour faire l'événement Property Change. Personnellement, ma syntaxe préférée, c'est une syntaxe qui utilise une petite méthode qui s'appelle set. Et set, en fait, va permettre de faire plusieurs choses. Premièrement, de lever l'événement Property Change. Il y a aussi une possibilité d'envoyer un message par le Messenger, j'en parlerai dans un petit moment, c'est ce qu'on appelle un Event Bus, d'envoyer un message correspondant, et puis aussi de retourner en fait une valeur si l'événement a été levé. C'est-à-dire qu'on ne lève l'événement que si la valeur a réellement changé. Autrement, ça ne vaut pas la peine de lever l'événement. C'est ça. Donc le View Model Base, si on reprend par rapport au modèle au pattern MVVM dont on parlait tout à l'heure, donc effectivement, la vue doit aller rechercher de l'information dans le View Model pour l'afficher, par exemple, dans une zone de texte, dans un bouton. Ben, elle doit être avertie qu'il y a éventuellement un changement. Et c'est ça dont tu parles. Il y a un événement, une interface e-property change, si je me rappelle bien. iNotify Property Change, voilà, qu'il faut implémenter, qu'il faut enclencher pour que le View Model signale à l'interface graphique qu'il y a eu un changement à afficher à ce moment-là. Et donc, Microsoft ne propose rien à la base à part ça, c'est-à-dire qu'il faut développer tout le code soi-même. Tu as, juste une parenthèse, tu as des infos, parce que c'est souvent les questions que moi on me pose quand je discute avec d'autres personnes qui utilisent MVVM. Pourquoi cette fonctionnalité qui est utilisée tout le temps, pourquoi elle n'est pas en standard à l'intérieur du framework de Microsoft, typiquement, par exemple, en utilisant un attribut au-dessus d'une propriété ou ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est une excellente question. Je te remercie de l'avoir posée. Non, en fait, j'ai eu cette discussion à plusieurs reprises. J'ai jamais vraiment trouvé de réponse définitive sur cette question. Pourquoi est-ce que ça fait pas partie intégrante du framework? J'ai même eu une discussion très intéressante une fois où, tiens, j'étais en Belgique d'ailleurs, et puis tout d'un coup, je tombe sur Anders Hellsberg dans le hall de mon hôtel. Oui. J'étais là-bas pour une conférence,
Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais souper avec des amis, si tu veux, viens avec nous. Et puis il se trouve qu'il était tout seul, et donc il est venu avec nous. Un gars super sympa, c'est donc le père de C Sharp, si on veut bien. Un gars très intelligent, maintenant il fait beaucoup de TypeScript aussi, etc. Donc un gars vraiment très très intelligent. Et on a passé toute la soirée à discuter de ça. Et entre autres, pourquoi est-ce que c'est pas même carrément dans le langage? À la limite, on pourrait tout à fait avoir une public string observable my property, par exemple. Et puis d'avoir ce observable comme faisant partie intégrante. Je crois que tout le monde s'accorde à dire c'est une bonne idée, mais pour l'instant, c'est pas la priorité principale. Et donc, vu qu'il y a une communauté qui est très vivante et très active autour de MVVM, Microsoft a choisi, à mon avis, de manière presque délibérée, de se reposer là-dessus, en fait. Et donc, il y a beaucoup de choix. Tu parlais avant des attributs. Bon, moi, j'utilise pas ça parce que la magie me fait un petit peu peur. Mais il y a un instrument qui est assez magique qui s'appelle Foddy, par exemple, qui est en fait exactement ça. C'est-à-dire qu'on va mettre un attribut sur une propriété, et donc de manière quasiment magique, la propriété devient observable pour les bindings. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle en anglais du IL weaving, c'est-à-dire IL, c'est le langage intermédiaire de .NET. C'est quand on compile sur IL, et puis ensuite de ça, c'est compilé de manière binaire. Et donc, eux, ils vont carrément aller modifier ce langage intermédiaire, donc dans la DLL, pour aller ajouter l'événement property change. C'est ça, oui, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ce genre de projet. Maintenant, aller modifier, et donc modifier ce que le compilateur de Visual Studio ou de C Sharp a fait, je suis pas très chaud non plus, mais effectivement, l'idée étant... C'est une question un petit peu presque personnelle, je dirais. Moi, je le fais pas surtout parce que, comme j'ai expliqué, une grande partie de mon travail, c'est d'aller parler à des clients et de leur apprendre à programmer. En tout cas à programmer d'une certaine manière. Et donc, quand on apprend aux gens, il faut leur montrer des choses qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent reproduire, ils doivent comprendre où est-ce que je mets un breakpoint pour comprendre ce qui se passe. Donc, mon approche est plutôt une approche un petit peu plus transparente, je dirais, un peu plus ouverte. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui utilisent Foddy. Foddy marche très bien avec MVVM Lite, donc il y a régulièrement des gens qui utilisent MVVM Lite et qui utilisent Foddy exactement. Également, je veux dire, et donc ça fonctionne très bien. Donc, il y a quand même pas mal de solutions dans la communauté qui ont été développées pour, je dirais, un peu satisfaire les gens. Par contre, avec le désavantage que, oui, c'est quand même pas une solution Microsoft. Pour MVVM Lite, une des grosses étapes, je dirais au niveau des public relations, c'est que MVVM Lite fait maintenant partie de la fondation Microsoft pour l'open source. Et donc ça a été une grosse étape. C'est d'ailleurs le premier projet non Microsoft qui est rentré dans la fondation à l'époque. J'ai des excellents contacts avec Microsoft, donc ça me fait très plaisir qu'ils m'aient demandé à l'époque si je voulais faire partie de la fondation. Et donc ça me permet d'avoir un petit peu cette légitimité, je dirais. Aussi, Microsoft fait beaucoup d'exemples, et d'ailleurs utilise aussi MVVM Lite en production. Si vous avez regardé dans l'application Messenger de Windows 10, par exemple, qui est l'application où il y a tout Skype et puis les SMS qui sont intégrés. Par exemple, utilise MVVM Lite, on peut trouver la notice de licence quand on va regarder dans le About. Voilà, ouais. Donc, ils utilisent beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas quand même il y a une certaine reconnaissance, je dirais, mais il n'y a pas du tout de côté, tiens, voilà, on prend ça et puis on met dans le framework, on met dans VPF, on va mettre ça, ou bien dans Windows 10 Universal, on va mettre ça. Je pense que c'est une question de priorité, à mon avis, qu'ils ont tellement d'autres choses qui ne marchent pas, que là, ils se sont dit, vu que ça fonctionne, et donc il y a cette reconnaissance et ce travail, cette collaboration, je dirais, mais par contre, il n'y a pas forcément ce côté... De faire partie du framework. Il n'y a pas dans VPF de manière native, il n'y a pas dans Windows 10 Universal de manière native ces attributs-là. Et donc, je pense qu'en fait, qu'ils se reposent un petit peu sur le fait que la communauté marche bien, que maintenant, c'est quand même un petit peu établi, je dirais, les grands frameworks principaux, MVVM Lite, MVVM Cross, et puis... Oui, c'est ça, et on a du matériel pour pouvoir s'en sortir avec l'existant aussi, quoi. Et donc, si on revient donc dans ton framework, dans ton toolkit, donc on hérite en quelque sorte notre classe d'objets, on l'hérite de ViewModelBase, et donc du coup, on a à notre disposition notamment une méthode set qui permet de signaler que le binding doit s'enclencher, etc. Quoi. Okay. Ouais.
Donc ça, c'est une chose qui permet en fait d'éviter d'écrire du code. Il y a tout le côté aussi du design time, donc qui est supporté, qui permet directement dans le ViewModel-Base de créer des données de design, par exemple pour Blend. Ensuite de ça, d'autres composants peut-être, si on veut rapidement en parler. Donc le ViewModel Locator. Tiens, alors, parle-moi d'abord du ViewModel Locator. On peut parler du ViewModel Locator, si tu veux. Ça, c'est un côté qui est un petit peu plus... enfin, qui est un petit peu intéressant. Le ViewModel Locator, en fait, ça fait pas partie des composants de MVVM Lite parce que c'est pas un composant, en fait. C'est simplement un objet tout bête, qui est ce qu'on appelle un POCO, un Plain Old CLR Object. Donc, il hérite de rien du tout. Et en fait, la raison principale pour laquelle j'ai mis un ViewModel Locator dans l'architecture de Blend, si on veut bien, dans l'architecture de MVVM Lite, et ça, on le voit quand on fait justement fichier nouveau projet, en fait. On voit qu'il y a un ViewModel Locator. Et donc, la raison principale à l'époque, c'était surtout vis-à-vis de Blend. C'est-à-dire qu'il faut, quand on veut que Blend montre des données de design, il faut qu'il y ait, comme dans Blend, tout commence en XAML. Et donc, il faut qu'on crée le ViewModel, qu'on crée le data context en XAML. Et ça, c'est bien joli, mais quand on veut créer le data context en XAML, ça crée un certain nombre de contraintes. Entre autres, par exemple, le ViewModel ne peut pas avoir de constructeur avec des paramètres. Parce qu'en XAML, les objets qui sont créés doivent avoir un constructeur par défaut. Tout vient de la sérialisation XML. Et donc, si on se rappelle quand on était encore à l'école et qu'on apprenait la sérialisation XML, ça marche seulement avec des objets qui n'ont pas de paramètres dans le constructeur. Donc, tout vient de là, en fait. Et bien entendu, c'est une contrainte qui est très ennuyeuse. Et donc, pour donner, en fait, à l'utilisateur un peu plus de liberté sur la manière dont il crée ses ViewModels, je me suis dit, tiens, je vais mettre un objet intermédiaire. Et en fait, ce ViewModel Locator, c'est l'objet qui est créé par Blend. Et ensuite de ça, il expose un certain nombre de propriétés. Et ces propriétés peuvent être, par exemple, des ViewModels. Donc, si on a un main ViewModel pour la main page, un settings ViewModel pour la settings page, on peut en fait les créer dans le ViewModel Locator. Ça nous donne aussi la liberté de créer, de gérer leur existence. Quand est-ce qu'ils sont créés? Peut-être pas immédiatement quand l'application démarre, peut-être sur demande quand la page est créée, ou bien peut-être non, on veut vraiment qu'ils soient créés quand l'application démarre. Par exemple, pour les settings, c'est important d'avoir les settings depuis le début. Ce genre de choses-là. Donc, le ViewModel Locator donne un petit peu cette liberté-là. Par contre, c'est clair que pour les gens qui viennent à MVVM, c'est peut-être un degré de complexité un tout petit peu plus élevé. Et donc, si tu préfères travailler sans le ViewModel Locator, c'est absolument possible. C'est-à-dire que tu peux créer tes ViewModels soit dans le code, ça marche très bien. Par contre, si tu crées tes ViewModels dans le code, par exemple dans le constructeur, il y aura le problème que Blend ne va pas être capable d'exécuter ce code-là. Et donc, tu perds un petit peu la blendabilité de ton code. Ton code n'est plus blendable, comme je parle toujours. Mais par contre, ça te donne peut-être un petit peu plus de simplification. Et puis, ça permet de comprendre peut-être un petit peu mieux comme ça fonctionne, en fait. Donc, il y a toujours un peu ce côté, oui, il y a un petit peu de complexité, mais la complexité j'ai une explication. La complexité est là parce qu'on veut utiliser Blend ou bien parce qu'on veut utiliser ce genre de choses. Tu dis compliqué, maintenant ViewModel Locator, moi je le vois aussi plus comme une sorte de point central que Blend va instancier ou que l'application va instancier pour pouvoir être le point vraiment, dire de démarrage d'accès au ViewModel, éventuellement d'accès au data service pour nos données, etc. Et donc c'est souvent là aussi d'ailleurs, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, qu'on va utiliser la notion de Simple IOC. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ce que c'est, le Simple IOC, et la notion d'inversion, une version of control aussi qui est basée derrière, et comment tu l'as mis en place simplement au niveau d'MVVM Lite? Oui, volontiers. Inversion of control et dependency injection, qui sont donc deux concepts très liés, finalement, en soi, n'a rien à voir avec MVVM. C'est-à-dire que c'est une pattern qui est complètement séparée, qui a de nombreuses années. Je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé à venir dans la communauté Microsoft, moi je venais de la communauté JavaScript, et puis je commençais à aller dans la communauté Microsoft. Il y avait tout le monde qui parlait de IOC, c'était à l'époque le grand thème, et j'étais un petit peu effrayé de ça parce que je me disais, oula, mais attends, premièrement, c'est assez compliqué, et puis deuxièmement, il y a vraiment les pour et les contre, et les pour étaient très pour, les contre étaient très contre.
Et malheureusement, voilà, il se trouve que dans les forums où je regardais un petit peu, je me suis dit, oula, mais attends, est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de cette communauté-là qui s'invective et puis qui s'appelle tous les noms? Heureusement, nous on est bien revenus, je dirais. Les gens se sont un petit peu calmés, les esprits se sont calmés. Et finalement, ben voilà, IOC, c'est un de ces outils qu'on peut choisir d'utiliser ou pas. Si on l'utilise, moi j'aime bien l'utiliser personnellement, c'est en fait un cache pour des objets. C'est un manager, si on veut bien. Hein. Il y a beaucoup de managers en programmation. C'est un manager, si on veut bien, qui va se charger d'aller créer des objets et de les lier ensemble. C'est-à-dire que si on a un objet qui a une dépendance, qui a besoin d'un autre objet, ben l'IOC container, il peut aller, il peut regarder est-ce que cet autre objet existe, et puis sinon, il va le créer, et si oui, il va le prendre et puis l'injecter, le passer à l'objet dont il s'occupait au début. Dans le cadre d'un view model, par exemple, on peut parler un petit peu de ça. Si on a un view model qui est dans un IOC container, qui est donc enregistré avec l'IOC container, il n'est pas encore créé, il est simplement enregistré, c'est une phase de configuration, et que ce view model-là, dont le constructeur a besoin, par exemple, d'un data service, et puis d'un navigation service, et puis peut-être d'un dialogue service pour montrer des dialogues à l'utilisateur, et puis peut-être d'un, je sais pas moi, d'un storage service pour aller sauver des choses dans le téléphone, par exemple, eh ben le view model peut dire, ben moi j'ai besoin de ces interfaces-là dans mon constructeur. Au général, on travaille avec des interfaces parce que ça permet d'abstraire le code, d'abstraire l'implémentation. Et puis quand le view model est demandé par la page, quand la page a besoin du view model pour pouvoir aller faire les data binding, l'IOC container va aller justement regarder si ces services existent déjà. Est-ce que j'ai déjà un navigation service dans mon cache? Et sinon, je vais aller le créer. Est-ce que j'ai déjà un data service? Et sinon, je vais aller le créer. Et ensuite de ça, il va les passer au view model, et donc il va aussi créer le view model et le mettre à disposition. Alors ça permet de faire des choses assez chouettes, parce que ça permet finalement, premièrement, de ne plus avoir besoin de trop se soucier des dépendances entre les objets, c'est-à-dire à quel moment est-ce que je vais aller créer mon service parce que je dois l'injecter dans mon view model. Ça, c'est finalement l'IOC container qui se débrouille. Le deuxième avantage, qui est vraiment un gros avantage, c'est que ça permet justement, comme on travaille beaucoup avec des interfaces, de fournir des implémentations temporaires. Par exemple, admettons que mon service, mon vrai web service n'est pas encore prêt. Je peux tout à fait créer ce qu'on appelle un mock, c'est-à-dire une implémentation temporaire qui va retourner des données temporaires. Voilà, ou même pour l'utilisation dans Blend. Tu parlais d'utilisation dans Blend. Bah ouais. L'idée aussi, c'est de pouvoir afficher des données d'exemple aussi dans ce cadre-là. Ouais. Ou aussi, justement, dans Blend, où là, on utilise ce qu'on appelle un petit peu plus des design time services, des services plutôt autour du design. Et là, qui va permettre, parce que Blend n'aime pas tellement se connecter au web, ils n'aiment pas tellement se connecter à VCF ou bien se connecter à des banques de données. Ça peut poser des problèmes. Et donc là, en fait, on évite par justement, on va créer les données de design, et ça nous permet aussi de tester plein de scénarios qui sont assez intéressants. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je fais par exemple un contact book, un adresse book? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un ami qui a un nom très très long, par exemple? Au design, c'est très important parce que le nom, on ne veut pas avoir 3 petits points après le nom. Si j'ai un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Nabucodonosor, par exemple, son nom est très long. Quand je fais mon design, il faut vraiment que son nom soit montré. Donc ça va me mettre certaines contraintes. Et ça me permet justement de tester tous ces scénarios-là dans Blend. C'est un super intérêt, voilà, ce test de scénario-là. Et justement, c'est très intérêt, ouais. Christophe parlait tout à l'heure que lui, il n'a pas encore réellement utilisé en production du MVVM et MVVM Lite. Est-ce que le Simple IOC est plus précisément, je dirais, l'utilisation du ViewModel Locator, c'est peut-être pas le point d'entrée pour des gens qui ont déjà des applications existantes, et de se dire, je vais créer un ViewModel Locator dans lequel j'intègre ces notions d'IOC, donc de chargement dynamique de bibliothèques avec des data services, des autres ViewModels, et puis de commencer petit à petit à venir les lier avec du binding, les lier aux interfaces graphiques. Et pour information, j'ai une petite parenthèse, dans Blend, je mets plein de data, moi. Tu n'as pas besoin de t'y connaître en MVVM Lite. Hein. Tu le fais à la souris. Un designer n'a pas besoin de notion de code pour venir mettre de la base de données, entre guillemets, quoi.
Oui, tu auras le design, mais après... Oui, non, mais au niveau design, bien sûr. Voilà, oui, mais après, ici, ce sont les mêmes objets. Comme on le dit, c'est une interface, je sais pas, e-data service, donc une interface qui va devoir être implémentée, soit d'un côté avec des données de samples à utiliser, et puis il y a en gros juste besoin de recréer le même objet, entre guillemets, qui implémente la même interface, pour pouvoir faire une mise en production et de se connecter là vraiment sur des services web ou sur d'autres systèmes externes, quoi. Ouais, les données de design de Blend, ça, c'est des discussions. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans le team Blend parce que ça fait quand même ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'on parle régulièrement et puis que je suis régulièrement à Redmond et puis que j'ai régulièrement reçois des emails avec hey, votre truc là, ça marche pas, par exemple. Donc voilà, on se crée pas mal d'amitié. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. Le côté de données de design qu'ils ont dans Blend, qui est, j'imagine, ce que tu utilises, Christophe. Oui, c'est ça, ouais. Ça fonctionne très bien et il n'y a pas de question à ce niveau-là. C'est un petit peu plus de travail de maintenance en fait. C'est-à-dire que comme au fur et à mesure que ton application évolue, parce que les données de design, il faut un petit peu les maintenir quand même. Et ça peut être quand même un effort qui est assez... C'est pas automatique, justement. Tandis que si tu utilises justement les mêmes objets dans ton application que les objets finalement que tu reçois du service, l'avantage c'est que quand tu ajoutes une propriété, par exemple, elle va être là. Ou si tu enlèves une propriété, finalement ton application elle compile plus et donc immédiatement tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu. C'est donc un gros gain de temps finalement. C'est un gain de temps et puis c'est aussi un gain un petit peu de flexibilité. Par contre, c'est clair que un des désavantages c'est que là il faut les programmer ces données de design. Chez Identity Mind, c'est jamais un problème parce que ceux qui font l'intégration de Blend, c'est des gens qui ont une certaine connaissance de... Donc, nous, on ne met pas des designers sur Blend. En fait, on met ce qu'on appelle des intégrateurs. Moi, je suis un intégrateur, par exemple, donc j'ai un background de développeur, mais on a aussi des gens qui ont un background de designer, mais qui ont appris juste suffisamment de programmation pour être dangereux, si on veut bien. Juste suffisamment de programmation pour... non, je plaisante, bien entendu. Juste suffisamment de programmation pour aller dans Blend et pour justement créer ce type de données, et puis peut-être pour éventuellement, à l'occasion, si un développeur n'est pas immédiatement disponible, aller ajouter une propriété ou peut-être faire du formatage de string, enfin ce genre de choses-là. Donc on a plutôt des gens qui connaissent un petit peu la programmation qui font ça. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a des alternatives. Et une fois de plus, je tiens à préciser que MVVM Lite, c'est une alternative. On peut tout à fait travailler sans. On peut travailler avec seulement certains composants. Par exemple, il y a des gens qui vont même faire utiliser l'IOC container dans ASP.NET, qui m'ont dit ça. J'ai tombé des nues parce qu'on ne va pas faire du MVVM dans ASP.NET sur le serveur. Mais ils m'ont dit non, mais on aime bien ton IOC container, on trouve qu'il est sympa, il est simple à utiliser, pourquoi pas, quoi. Donc voilà, ça marche. Un autre composant, peut-être si on veut... J'en viens justement. Moi, un truc, ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est la première chose que j'utiliserai quand je vais connecter MVVM Lite ou lancer un nouveau projet directement, c'est le relais commande. Alors, le ViewModel Locator, lui, nous donne accès au ViewModel de données pour nos interfaces graphiques. Mais alors, voilà, on peut se demander, mais comment un utilisateur, maintenant, il va exécuter une commande qui est dans ce ViewModel. Donc, soit on va tous taper le code avec les execute et les can execute, etc. Qui est ennuyeux. Qui est ennuyeux, d'accord. Ou soit, a priori, toi, tu me proposes une fonction de relais commande. Ouais. Alors, Relay Command, c'est honnêtement, bon, déjà à la base, donnons le crédit à qui il est dû. C'est donc mon bon ami, là, Josh Smith, qui est à l'époque qui était très très connu dans le monde VPF, qui malheureusement depuis est parti du côté sombre de la force et il fait de l'iOS, le pauvre. Et voilà, c'est son choix. Mais disons qu'à l'époque, beaucoup de choses. Et donc, lui, il a eu cette idée génie de dire, tiens, au lieu d'aller exécuter, au lieu d'aller implémenter chaque fois la commande, qui est beaucoup de travail parce qu'une commande doit implémenter l'interface qui s'appelle iCommand. Et iCommand, voilà, c'est beaucoup de travail de l'implémenter. Il s'est dit, moi, je vais proposer une implémentation. Et puis, en fait, ce qu'on donne à la Relay Command, c'est des délégués, donc delegates. Un délégué pour la méthode execute, qui va donc être appelé chaque fois que la commande est, je ne sais pas comment on dit en français, actuée, exécutée, chaque fois que l'utilisateur appuie sur le bouton ou bien appuie sur l'élément du UI. C'est ça, juste pour bien cibler, pour bien qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de parler ici. Tout à l'heure, on parlait de binding, c'était donc l'affichage de propriétés de données sur l'interface. Ici, ça va un peu dans le sens inverse. C'est-à-dire, par exemple, on clique sur un bouton et on voudrait que notre view model soit averti que l'utilisateur a cliqué. On parle bien de ça. Hein. Okay. Ouais, c'est exactement ça.
En plus de ça, il y a un petit peu des fonctionnalités supplémentaires. Donc, en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le can execute, c'est-à-dire que la commande, en plus de ça, fournit une méthode qui va être appelée par le bouton, en l'occurrence, ou par l'élément du UI, pour savoir est-ce que cette commande qui est liée à moi peut être exécutée à ce moment-là. Ça va permettre de faire des choses assez sympas. Par exemple, d'aller dans le view model. Admettons qu'on a une opération asynchrone. Par exemple, on va aller chercher quelque chose sur le web. Pendant ce temps-là, il faudrait que le bouton soit disabled. Comment on dit ça en français? Soit désactivé. Désactivé, merci beaucoup. Donc, il faudrait déactiver le bouton. Ça, c'est bien joli, mais c'est un petit peu ennuyeux parce qu'il faut le faire chaque fois, en fait. Et là, on peut le faire de manière très simple. Dans le view model, en disant quand une opération asynchrone est exécutée, le view model il va dire moi je suis busy, ok, c'est une propriété, et puis la commande va retourner justement false dans ce can execute si le view model est busy. Et donc ça va permettre d'aller automatiquement déactiver certaines parties du UI en fonction de ce qui se passe dans le view model, sans avoir besoin de s'occuper d'écrire du code, etc. Et donc ça, justement, le relay command a quand on construit une relay command, on passe un délégué ou deux. Le deuxième est optionnel. Le premier, c'est justement le côté où on va dire maintenant je veux que quand la commande est exécutée, tu vas aller faire ça. Et le deuxième, c'est la commande, c'est la fonction qui est, si on veut bien, appelée pour savoir si la commande peut être exécutée. Alors ça, dans le code, ça permet d'éviter de redéclarer, de réimplémenter ces commandes tout le temps. À la place, on va aller créer la commande, passer par exemple une lambda expression, qui est un délégué, pour dire, ben voilà, tu vas aller exécuter ce code-là, ou bien simplement le nom d'une méthode, et la méthode va être exécutée quand la commande est exécutée. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que dans la manière dont tu l'as prévu ici, c'est que les deux paramètres dont tu parles, donc les délégués, c'est des références, des noms de méthodes en quelque sorte si elles existent, mais ça peut effectivement être utilisé par expression lambda, donc on peut très vite se retrouver avec du code très compact, très simple, pour des cas simples. Si jamais on veut complexifier, on peut très bien à ce moment-là extraire la partie d'expression lambda et en faire une méthode classique et l'utiliser de manière distincte. Mais donc pour des cas vraiment très simples, juste afficher un bouton, le rendre grisé ou le désactiver, on a juste besoin de mettre une petite expression lambda, de faire un return false et c'est fini, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Donc c'est beaucoup moins de code, beaucoup moins compliqué, et finalement ça permet d'avoir assez rapidement des choses. Alors ce qui est chouette aussi dans MVVM Lite, si tu installes justement l'extension, ça c'est un autre avantage d'installer l'extension. On a dit qu'on avait le fichier nouveau projet. Ça, c'est bien. Mais il y a aussi des codes snippets. Et les codes snippets dans Visual Studio, c'est une manière finalement d'entrer un raccourci au clavier et puis ensuite de ça d'appuyer sur Tab pour étendre le raccourci. Et donc ça permet en fait de taper du code sans devoir le retaper tout le temps. Et entre autres, il y a des codes snippets, par exemple, pour les propriétés dans un view model. Donc on peut assez facilement rajouter des propriétés sans avoir besoin de taper tout le code. Mais il y a aussi justement des propriétés pour des relay commands. Donc si on veut ajouter une commande, on tape simplement MVVM R pour relay. Et puis ensuite de ça, on a un choix qui s'affiche dans IntelliSense. On peut choisir, il y a plusieurs styles d'implémentation différents, si on veut bien. On peut choisir celui qu'on aime le mieux. Et puis ensuite de ça, appuyer sur Tab et ça va écrire le code pour nous. Donc ça, finalement, ça permet d'aller plus vite et surtout d'éviter des erreurs. Parce que c'est assez facile de faire des erreurs quand on tape du code répétitif. Donc là, ça permet d'ajouter des commandes facilement dans ton view model, en fait. Ok, super astuce, ça. Donc ça, voilà, c'est un bon côté, quoi. Peut-être un dernier module dont on a déjà énoncé, mais que tu as parlé et qu'on va peut-être juste décrire ici rapidement, et on arrive tout doucement à la fin du podcast. C'est le module consacré au Messenger. Oui. Donc ça, c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'a fallu longtemps pour l'utiliser, pour le comprendre et voir vraiment l'intérêt. Parce qu'on arrive à développer et à créer des applications avec tout ce qu'on vient de parler avant, qui marchent très bien sans utiliser le Messenger. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Une fois de plus, en fait, c'est un composant qui amène, je dirais, un certain confort d'utilisation et peut-être surtout dans certains cas qui sont assez complexes, qui sont peut-être un peu plus compliqués à résoudre sans, en fait. Donc, comme tu dis, on peut très bien travailler sans. Une fois de plus, philosophie de MVVM Lite, on peut très bien travailler sans. Mais si on travaille avec, ça nous simplifie la vie. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et qu'est-ce que c'est le Messenger ? Voilà, alors par exemple, prenons un exemple concret. C'est un petit bonhomme vert.
C'est ça, c'est celui Non. qui court entre les objets avec des lettres sous le bras. Si on prend un exemple concret, par exemple, admettons qu'on a une liste qui est montrée dans une application sur le téléphone, par exemple. Et puis, dans cette liste, il se trouve qu'on aimerait communiquer, par exemple, la page, j'aimerais dire à chaque composant de cette liste, ben là, en ce moment, il faudrait changer de couleur, par exemple, parce que, je sais pas, l'utilisateur a fait quelque chose. Le problème, c'est que finalement, on ne connaît pas forcément tous les composants de cette liste. On ne sait pas combien il y en a. Alors bon, on peut faire ça en allant faire des loops, mais ça devient un petit peu compliqué. Ou bien le problème inverse est encore plus compliqué, c'est-à-dire si le composant de la liste veut envoyer un message à la page, comment est-ce qu'il fait? Parce que typiquement, le composant de la liste, il ne sait pas qu'il est dans une liste. Il est plutôt un petit peu, ça peut être un user control, par exemple, il ne sait pas forcément où il est. Et donc là, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, le Messenger va permettre, en fait, d'échanger des messages, des informations entre deux composants qui ne se connaissent pas. Il y en a un, la seule chose qu'ils connaissent, si on veut bien, c'est qu'il y a un Messenger. Donc, ces composants veulent communiquer, mais ils ne se connaissent pas. Et donc, il y a un composant qui va dire, moi, je vais m'enregistrer pour recevoir des messages de type, par exemple, Property Change Message. Et puis, il y a un composant qui va prendre le Messenger qui va aller dire messenger.default.send new property change message. D'accord? Et donc, le composant qui envoie, il sait qu'il envoie, mais il ne sait pas s'il y a quelqu'un qui va le recevoir. C'est possible qu'il n'y a personne qui va le recevoir. C'est une méthode de programmation qui est un petit peu particulière, qui est très découplée. On ne sait pas ce qui se passe, d'accord? Donc, on envoie le message, on dit, s'il y a quelqu'un qui s'est enregistré pour le message, il va le recevoir, ça je le sais. Par contre, s'il n'y a personne qui s'est enregistré pour le message, ben, ce message, il ne va jamais être envoyé, il n'y a pas de problème. Donc, tu envoies un message sur une route, on va dire, dans un tuyau, et voilà. à l'autre bout, voire peut-être même plusieurs bouts, entre guillemets, il peut y avoir des abonnés qui vont pouvoir capter ce message. Ils peuvent être plusieurs, c'est-à-dire ce message peut être reçu par plusieurs. Donc, c'est pas le premier qui le prend, et puis les autres, ils n'ont plus rien, quoi. Okay. Non, tout à fait. Donc, on peut tout à fait avoir plusieurs composants qui s'abonnent à un message. Et donc, dans le Messenger de MVVM Lite, le type du message détermine, en fait, le tube. C'est-à-dire qu'on envoie un message de type Property Change Message, ou de type Notification Message, ou de type quelque chose. Ou de type, ça pourrait être de type Boolean, par exemple, on peut envoyer un Boolean, si on veut. Ouais, ça ne fait pas tellement de sens, parce qu'envoyer un Boolean, on n'a pas de contexte. On ne sait pas, bon d'accord, je reçois true, mais ça veut dire quoi? Donc ça, c'est un petit peu peut-être compliqué. Donc au général, on envoie des objets, on fait un objet tout bête, on met quelques propriétés dedans, et puis on l'envoie. Et donc l'abonné, en fait, s'abonne à un type de message. Il va dire, chaque fois que le Messenger transmet un message de type Notification Message ou Property Change Message ou Boolean, moi je veux le recevoir. Et donc c'est, une fois de plus, très découplé. Gros avantage aussi du Messenger, c'est que si l'objet qui reçoit disparaît, tout est en fait de manière propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de références qui sont gardées, il n'y a pas de memory leaks, il n'y a pas de choses comme ça. Donc ça permet de faire des choses assez propres. Gros désavantage du Messenger, et c'est peut-être pour ça que, en général, je recommande de l'utiliser avec un petit peu d'attention, de peut-être pas non plus l'utiliser trop et trop partout, c'est qu'en fait, il est tellement puissant qu'il est presque dangereux des fois. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « ouais, c'est une anti-pattern ». Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Ça permet vraiment de lier des événements, d'envoyer des événements sur un bus, si on veut bien, mais d'un autre côté, c'est aussi plus difficile de débugger, parce qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe. D'accord? Si tout d'un coup, toi, tu envoies un message, mais que le message n'est jamais revenu et jamais reçu, bon, est-ce que c'est parce que tu as fait l'enregistrement faux ou est-ce qu'il y a un autre problème? C'est un petit peu des fois difficile de savoir. Donc, moi, j'utilise ça que dans des scénarios qui sont vraiment très précis, qui sont vraiment... Honnêtement, c'est très difficile de faire autrement. S'il y a vraiment un scénario où tu dis, bon là, ok, je pourrais peut-être faire un autre truc, etc. Puis finalement, à la fin, tu réimplémentes le Messenger de manière un petit peu sous les couvertures. Bon, là, c'est bon. J'utilise le Messenger à la place. Si par contre, il y a un autre scénario où on dit, bon, bah, par exemple, si je fais un simple for each, j'ai la possibilité d'aller dans la liste et puis d'aller envoyer d'aller exécuter une méthode sur tous les items de la liste, par exemple, là, c'est peut-être plus simple d'utiliser cette méthode-là, et là, j'aurais plutôt tendance à renoncer au Messenger. Mais c'est un bon outil à avoir. Moi, je pense, dans toutes mes applications,
au moins une ou deux utilisations du Messenger, parce qu'il y a des scénarios qui sont plus difficiles à réaliser ça, en fait. Ouais, Croyez-moi ok. si vous voulez, mais ma première application en 2012 à un hackathon pour apprendre à faire une application Windows Phone, j'ai utilisé Messenger. C'est un cas particulier, j'arrivais pas à le Mhm. résoudre. Je demande à Rudy qui m'a dit installe ça Rudy, ouais, c'est un bon ami, Rudy. Ouais. et puis ben, voilà, c'est marrant parce que je viens d'y penser seulement à l'instant. C'est mon première application, je n'ai eu besoin à un instant parce que bah j'avais pas d'autre solution. Enfin, il y avait a priori pas d'autre solution. Ouais, bah voilà, bah ça c'est un cas typique du Messenger, je dirais, où les gens l'utilisent surtout parce que ouais, ils ont essayé 36 millions de façons différentes et puis ça marche pas super, ou alors c'est super compliqué, ou alors il faut commencer à gérer la mémoire soi-même parce que bon là tout d'un coup on a une référence sur l'objet auquel on nous voit et puis c'est un petit peu difficile. Mhm. Tandis que là, ben, le Messenger, d'ailleurs, le Messenger, c'était un des premiers objets qui a vraiment, qui était vraiment donc, en production. Il y a quand même, voilà, derrière à peu près presque 6 ans ou 7 ans d'expérience. Donc, je dirais que on peut partir du principe qu'il est stable. Disons, il y a peut-être encore des bugs dedans. Hein, ça, on est humain quand même. Mais disons qu'en l'occurrence, pour tous les scénarios vraiment principaux, ça a été testé, retesté. Et donc là, normalement, ça fonctionne bien, quoi. Ok, ben, je pense qu'on Voilà, a il y a déjà des fait. composants, mais Oui, c'est ça. voilà, on ne veut pas passer non plus 3 heures. Mais disons, pour ceux qui sont intéressés pour les autres composants, j'ai une série sur MSDN Magazine Oui, qui a été publiée disons, entre l'année passée et cette année, qui détaille, donc c'est en anglais, mais qui détaille tous les composants. Et cette série est accessible de manière gratuite. Donc le plus simple pour les gens qui sont intéressés, c'est d'aller sur mvvmlight.net. c'est Et ça là, que j'allais te demander. voilà, une page de documentation là-bas qui a tous les liens. Il y a aussi beaucoup de vidéos que j'ai faites. Et puis pour ceux qui ont peut-être envie de supporter un petit peu le travail que je fais, il y a aussi C'est la ce- possibilité de prendre un abonnement à Pluralsight et puis d'aller voir il y a un cours de 5 heures qui part vraiment de zéro et puis qui explique tout en fait. Ouais, là, on a tout Ouais, en détail, hein. C'est vrai que. ouais, ça j'ai mis le truc. On peut faire aussi une donation, hein, c'est pour ton boulot. Ça Bon, existe bah aussi ça, depuis ton donc les site. donations, c'est souvent une bière ou Ah quoi. bah Ça marche aussi oui, bien. c'est une bière aussi, mais ça existe. Imagine 1 euro à chaque fois qu'on l'avait downloadé, ça aurait été pas mal. T'aurais été heureux aussi. Ouais, c'est clair. Bon, je ne plains pas du tout. Hein. J'ai vraiment le retour de MVVM Lite et pour moi est vraiment assez miraculeux, je dirais. C'est fantastique, surtout ça me permet beaucoup de parler à des conférences, ça me permet d'écrire des articles de magazine, ça me permet voilà, de faire le cours Pluralsight ou ce genre de choses-là. Ça me permet aussi de rentrer en contact avec des gens dans le monde entier. Donc c'est très sympa. La donation, voilà, j'en ai quelques-unes de temps en temps. Ça me fait toujours plaisir quand je me réveille le matin Bien. et que j'ai un email, une donation. Mais disons que c'est pas une obligation, quoi. Je fais ça de manière très joyeuse et très volontaire. Ok, ben je pense qu'on a à ce moment-là fait un peu le tour effectivement ici alors, donc bah, à la fois du pattern MVVM, de MVVM Ouais. Lite. Donc bah, en tout cas pour moi, je pense que tu nous as expliqué très clairement toutes les fonctionnalités principales. Encore une fois, on n'a pas tout vu, mais si je reprends très rapidement, donc on a parlé du View Model Base pour gérer tout ce qui était Property Change, du View Model Locator pour centraliser un petit peu les accès aux différents services et View Model, le Mhm. Simple IOC pour pouvoir à ce moment-là disposer de données d'exemples dans l'interface de Visual Studio, de blend, des données de production lors de l'exécution de l'application par exemple. On a parlé aussi du Relay Command pour lier les Mhm. boutons à notre view model, enfin je parle bouton mais ça peut être aussi d'autres types de composants. On a parlé maintenant à l'instant du Messenger qui permet donc ainsi d'échanger facilement des données entre différents view models. Et puis il y a toute une série d'autres composants, si je peux les appeler ainsi, dont vous retrouverez d'autres informations dans les ressources dont on vient de parler. Notamment, il y a le Dispatcher Helper, Navigation Services, Dialog Services, qui ne sont pas non moins importants, mais qui sont peut-être un peu plus simples ou à utiliser par soi-même. Et puis, il faut faire des choix aussi. Donc, je Mhm. ne sais pas si tu as quelque chose, si tu veux le rajouter quelque chose par rapport à la discussion ici. Non, bah, disons que ça me fait, premièrement, merci de m'avoir parlé, ça me fait très plaisir. Pour les gens qui veulent un peu plus d'informations sur le travail que je fais, il y a mon site galasoft.ch. C'est ce que j'allais te demander. Comment faire pour te Voilà, contacter si on veut avec te mon joindre sur blog. Internet. Donc le blog, c'est un bon moyen pour rester à jour avec ce que je fais et puis aussi les dernières nouvelles de MVVM Lite. Et puis sinon, eh ben, sur Twitter, en fait, Lbunion avec un I, donc Lbugnion. Et là, je suis toujours heureux de parler aux gens qui me contactent. C'est certainement le meilleur moyen pour me contacter là. Ok, bah c'est parfait. Je suis Mhm. certain que tout ça va ravir pas mal de personnes qui vont devoir développer et qui développent peut-être déjà avec tout ce qui est WPF, XAML et autres.
Ok. Merci beaucoup. Je propose de se retrouver pour nous au niveau des podcasts d'ici une quinzaine de jours pour un nouveau podcast de DevApps qui sera probablement consacré à d'autres technologies phares également, tout ce qui est ASP.NET, MVC5 qui va bientôt sortir. Et une discussion sera également très intéressante avec Arnaud Weil qui vient de publier un livre sur le sujet. Voilà, merci bien messieurs, à bientôt. Merci Laurent en tout cas pour ta présence, pour tes explications. À bientôt Christophe. Salut, à bientôt tout le monde. À bientôt, bye bye.